Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision africaine. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette première ligne aux accords de Sibiti qui ont eu lieu à Brazzaville au Congo du 13 au 17 juillet dernier. Pour en parler, mon invité est Arlette Soudan Nono, journaliste de formation, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, donc c'est le parti au pouvoir au Congo-Brazzaville. Elle est également fondatrice de l'institution Saint-François d'Assise de Makambandilou à Brazzaville et elle a été honorée en 2010 par le chef d'État congolais dans l'ordre du mérite congolais. Elle a été faite chevalière. Donc c'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Arlette Soudan Nono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Merci d'être là. Alors vous arrivez tout droit de Brazzaville. Tout à fait, oui. Donc nous allons parler de ces accords de Sibiti dont on n'a pas vu les conclusions. En tout cas, moi j'ai cherché partout. L'eût été le travail de ma correspondante à Brazzaville au Congo, je n'aurais pas été informé justement des conclusions donc justement de ce dialogue national à Sibiti. En fait, on n'a pas vu les écrits. Ah bon, vous les avez pas? Il y a eu le communiqué final qui a été lu, oui. Mais on n'a pas pu avoir la teneur. Écoutez, vous avez, comme vous dites, hein, il y a eu le communiqué final qui a été donné, dont la lecture a été donnée séance tenante à la clôture. Sur Télé Congo, en rediffusion sur Dailymotion, ça a été reposté. Mais nous avons aussi l'agence ADIAC qui a posté, je pense qu'il y a eu un problème simplement de connexion certainement. Mais vous pouvez retrouver sur le lien ADIAC les conclusions. Alors, voilà. Quelles sont ces conclusions? Écoutez, je vais moi aller sur ce qui est, à mon sens, relève un peu de l'évolution. Parce que Sibiti est le prolongement de ce que nous avons eu comme dialogue. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais les dialogues qui sont dans l'évolution, ou bien dans la continuité, je voudrais dire, de Sibiti, c'est Evo, c'est d'Olizy il n'y a pas très longtemps, et nous retenons que nous voulons aller d'un régime présidentiel à un régime semi-présidentiel, aux institutions bicéphales, à savoir un chef d'État et un Premier ministre. Et nous avons ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté. Nous voulons ramener un Premier ministre. Et nous avons aussi opté pour une CONEL qui serait beaucoup plus, non simplement indépendante, mais plutôt institutionnalisée. Et nous penchons également là, nous avons proposé également au chef de l'État que cette CONEL qui gère les élections en fin de compte, parce que nous avons eu deux grands volets, la gouvernance électorale et nous avons eu l'évolution des réformes institutionnelles. Donc dans le cadre de la gouvernance électorale, nous avons donc proposé cette CONEL institutionnalisée et avec une autonomie financière. Avec des moyens propres à elle. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que c'est caduc? Ça, c'est l'un des points. Oui. Est-ce que c'est caduc de vous poser la question de savoir pourquoi ça s'est passé à Sibiti? Est-ce que Sibiti est une étape cruciale? Non, Sibiti est l'un des grands départements du Congo, où nous avons été vraiment chaleureusement accueillis, il faut le dire. Les populations ont été ravies et nous ont offert une très belle hospitalité. C'est l'un des départements du Congo, c'est l'une des villes du département de la Lékoumou. Simplement, il est de... La ville originaire du président? Non, non, même pas du tout. Non, pas du tout. C'est simplement une volonté certainement du chef de l'État. Constamment, la dernière fois, le dialogue, je vous l'ai dit, il était à Sibiti. Sibiti, dans le département du Niari. La fois d'avant, c'était dans la cuvette ouest. Simplement, lorsqu'il y a des grands messes, comme ici, à l'occasion du G8 et autres, on a tendance un peu à sortir des grandes agglomérations, à s'isoler, pour ne pas éviter qu'il y ait tous ces bouchons dans les grandes agglomérations, les grandes capitales. Tout simplement ça. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas quelque chose de bien particulier. Il y a quand même des changements. Moi, je vois, donc, comme vous le disiez, l'institutionnalisation de la CONEL et son autonomie financière. Il y a la biométrie. Qui va être progressive, comme cela a été acté à Evo puis à Dolizy. Là, elle va commencer progressivement à se mettre en marche parce que c'est quelque chose de lourd. On ne le dit pas assez, mais la biométrie implique d'avoir quand même des bons mécanismes informatiques. Il faut former les cadres en informatique. Imaginez, moi je regarde un peu souvent, je me dis c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Hein. Ça n'engage que moi de vous dire ça. Mais vous savez, nous sommes dans les pays où nous avons encore beaucoup de délestage d'électricité. Vous allez vous mettre une biométrie alors que nous avons, à mon sens, quelque chose d'essentiel. Est-ce que c'est bien fondé de mettre en place la biométrie? Les politiques
politiques ont souhaité, Les politiques dans leur ensemble. Je ne parlerai pas de la politique au sens propre du terme, je parle de la société civile que j'englobe, les participants en gros, ont souhaité acter ce qui a été fait à Evo, ce qui a été fait à Dolisie, mais c'est une forme de mimétisme que nous faisons à l'européenne. Alors on en reparlera justement de ce on reviendra, oui. Parce qu'entre-temps, la biométrie implique qu'il faut avoir constamment de l'électricité, même dans l'interland profond. Tout à fait. Voilà, et moi je pense que la sensibilisation, la pédagogie, il fallait d'abord mettre la pédagogie, l'appropriation d'abord des choix des hommes, des outils de démocratie. Et ensuite, on a proposé également en termes de recommandations que nous ayons le bulletin unique. Et là également le bulletin unique avec, vous imaginez, vous avez 50 candidats. Vous allez mettre soit les logos, soit les images des différents candidats. Vous n'avez pas réellement encore formé ces populations à désigner ou à choisir un homme au travers d'un projet de société. Et pas en fonction de son ethnie. Pas en fonction de son ethnie, du repli identitaire comme on l'appelle. Et pour être à l'abri de l'achat de conscience, moi je pense que c'est une grande période, c'est l'occasion de former, d'éduquer. Réellement, moi j'invite la société civile, la classe politique à faire ce travail et non faire de la politique politicienne. Tout qui veut se maintenir au pouvoir à tout prix. Et justement, ce qui a changé suite au dialogue de CBT, c'est que pour une fois, je pense que c'est une première en Afrique centrale, on parle du statut du chef de l'État. Oui, c'est important. On parle des statuts des anciens chefs d'État comme on parle du statut de l'opposition. Vous avez bien fait de revenir là-dessus. Ce sont des grandes recommandations. Je parle en termes de recommandations parce que nous n'étions pas une constituante, donc nous n'avons pas voix délibératrice. Nous avons simplement proposé, fait des suggestions, des recommandations que nous avons soumises au chef de l'État. Et là, est-ce qu'il va en tenir compte réellement? Est-ce qu'il va les appliquer dans leur ensemble? La différence de toutes les précédentes concertations, c'est que là, le chef de l'État, au travers de la voix qui est celle de son directeur de cabinet ministre d'État, qui a pris la parole à l'occasion justement après lecture du communiqué final, nous a dit que le chef de l'État prenait acte de tout ça et qu'il s'engageait à mettre en application toutes ces recommandations que les participants du dialogue de CBT avaient proposé tout simplement. Donc c'est aussi là une grande première. Une avancée. Alors comme aussi le statut pour l'opposition, vous en voilà. avez parlé, un Premier ministre, un Premier ministre que l'on va créer. Voilà. Et puis nous avons aussi la prise en compte qui devrait être effective de la femme. Mais là aussi, nous attendons cette loi sur la parité. Quand vous dites la prise en compte de la femme, ça veut dire quoi? Parce que souvent on invente beaucoup de mots là. Mais il faudrait que cela soit sur la base de l'équité. Une véritable parité sur le plan de l'équité, sur le plan d'une équité qui repose sur les mérites et les compétences. Et puis il y a cette jeunesse majoritaire qui est souvent un peu exclue. Non, mais qui est souvent un peu exclue dans la prise en compte de la gestion même de l'affaire publique ou de la sphère privée. Parce que partout en Afrique, de façon générale, cette jeunesse, soit elle est mal formée, soit elle est carrément oubliée, soit elle a des formations en inadéquation avec l'offre de l'emploi. Voilà, donc il est temps maintenant et que nous prenons aussi en compte les personnes vivant avec le handicap. Cela a été réaffirmé et nous espérons maintenant simplement que le chef de l'État, comme il nous l'a signifié, Denis Sassou Nguesso, mette ça progressivement, mais qu'il y a et que cela soit mis en application. Mais ce que si vous me permettez, Eugénie, ce que j'aimerais relever, c'est que nous allons vers une voie référendaire. En fin de compte, nous avons conclu sur un consensus sur 3 démarches différentes. Il y a eu ceux qui se sont exprimés de façon majoritaire en salle pour le changement, donc l'évolution des institutions, donc le changement de cette loi fondamentale. Celle qui a été votée en 2002. En 2002, au 20 janvier dernier, le 20 janvier de 2002. Il y en a qui sont pour la révision, une infime couche. Et il y en a qui étaient pour, là, aussi minoritaires qu'ils étaient, mais il faut relever, ils étaient pour un statu quo. Mais pour nous départager, je pense que nous avons eu un consensus. Le consensus tourne autour de l'évolution des institutions, donc le changement de la Constitution. Pour s'adapter au temps, et les choses ne sont pas statiques. Ouais. Une Constitution, ce n'est pas un tableau. Il ne faut pas que ça devienne... Ce n'est pas inscrit dans le marbre. En fait. Mais ce n'est pas un sujet tabou. Elle est faite pour évoluer, pour s'adapter. Et moi je suis d'une génération qui aimerait m'approprier la future loi fondamentale de mon pays, y participer, parce que vous posez la question un peu partout en Afrique, aux gens de la société civile, excusez-moi, si vous trouvez des citoyens réellement qui vous disent comme ça, sans langue de bois, qu'ils maîtrisent de A à Z les constitutions, non, pas du tout. Qui sont des constitutions pour moi transitoires, qui découlent généralement de la colonisation.
Moi, je pense qu'il est temps maintenant que notre génération, et que celle qui est avant ou celle qui vient après, s'approprie et une occasion pour battre campagne. Les gens ne se rendent pas compte, même cette jeunesse que nous voulons former, ou ces femmes, ou ce citoyen lambda tout simplement, qu'on appelle le souverain primaire. C'est une occasion pour nous, au travers d'une campagne législative, une campagne électorale, de battre campagne. Parce que lorsqu'on parle référendaire, le chef d'État dans ses attributions, aucun chef d'État au monde, partout dans le monde, je voudrais dire, les chefs d'État en fonction, ont le droit de consulter le peuple par voie référendaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire, voilà la mouture que je propose à l'approbation du peuple. Et c'est le peuple de décider. Voilà, et nous battrons campagne si nous nous reconnaissons dans ce qu'il nous propose. On va se retrouver très bientôt, Arlette Soudan-Nono, pour ce première ligne consacrée aux constitutions africaines, le cas du Congo. À bientôt. À bientôt.